Bonjour à tous, nous sommes le mardi 4 août et nous allons commencer le journal du jour en parlant de Ferran Torres qui se retrouve dans une position de force absolument hallucinante quand on regarde là où il était il y a quelques mois. Évidemment, le joueur espagnol en profite, il est dur en négociation et il fait valoir autant que possible ses arguments. Est-ce que c'est juste ou pas pour le FC Barcelone? Est-ce que c'est juste ou pas pour le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il a raison ou pas de faire ça? Selon moi, oui, je vous spoil la news, mais on va voir un petit peu les détails de tout ça. On parlera de Chelsea dans ce journal à travers deux dossiers, le dossier Modric qui va revenir sur les terrains et puis le dossier de leur mercato et plus précisément d'Anderson. On parlera de l'Olympique de Marseille et de son opération dégraissage et on reparlera d'Infantino qui n'en peut plus d'essayer de se dépatouiller de la galère dans laquelle il s'est mis. Il n'y a pas vraiment d'informations absolument incroyables, mais je ne résiste pas à vous narrer un petit peu l'évolution de ce dossier tant le downfall de cet homme est appréciable. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Ferran Torres, il est passé de joueur mid du vestiaire du FC Barcelone à mec qui fait la pluie et le beau temps pour le mercato barcelonais, c'est absolument hallucinant et il suffit de voir ses dernières déclarations pour se rendre compte qu'on a affaire à un joueur qui est en position de force, qui le sait et qui va essayer de négocier un très gros contrat. En fait, cette déclaration, elle est relativement parlante, on voit que Ferran Torres dit que le Barça doit montrer qu'il l'aime et moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour et en matière de football, c'est relativement simple, les preuves d'amour, c'est un gros contrat, un gros chèque, un salaire à la hauteur de ses prétentions. Le truc, c'est que Hansi Flick lui-même dit que le dossier Ferran Torres, il bloque la suite du mercato. Il va falloir voir si le joueur reste ou non pour savoir comment tu envisages la suite, mais en même temps, Ferran Torres, il a le dos large parce qu'on sait que dans le même temps, le Barça propose 100 millions d'euros pour Julián Álvarez. Ça ne bouge pas, ils comptent pas retirer leur offre, sauf que l'offre est ridicule par rapport à ce que l'Atlético pourrait attendre du joueur. Donc ouais, Ferran Torres il bloque le mercato, t'es bien gentil, mais c'est peut-être aussi le fait que tu fasses des offres absolument bidons à côté. Alors il y a beaucoup de personnes qui critiquent Ferran Torres et je suis le premier à vanner la situation dans laquelle il est passé de vilain petit canard des supporters du Barça à mec qui fait un peu la pluie et le beau temps sur le mercato. Mais soyons un petit peu réalistes, Ferran Torres, il a raison. Alors oui, c'est pas un mec qui dans le vestiaire a une aura digne de Koubarsi, de Yamal, de Rafinha, c'est pas un cadre du vestiaire, mais en attendant, il jouit d'une image exceptionnelle aujourd'hui, celle de seul buteur d'une finale de Coupe du Monde qui a donné un mondial à l'Espagne. Il est à 1 an de la fin de son contrat, il a 26 ans, il y a le Paris Saint-Germain qui le veut, il y a le FC Barcelone qui compte le garder. C'est une situation inespérée pour lui, c'est un petit miracle contractuel et dans le football, on a beau dire ce qu'on veut sur la romantisation de la relation club-joueur, on ne fera jamais de cadeau. Donc quand t'es un joueur, t'as raison de jamais faire de cadeau non plus au club. Donc Ferran Torres, il se retrouve dans cette situation absolument inespérée pour lui. Il essaie de faire monter les enchères côté PSG, côté Barça. Il a totalement raison là-dessus, parce que je pense que jouer au Barça pour lui, c'est très cool. Jouer au PSG pour lui, c'est très cool. Donc autant essayer de prendre le plus d'argent possible. C'est de la négociation comme on en voit à chaque fin de contrat. La petite différence ici, c'est que c'est assez documenté publiquement, mais une des grandes forces de Ferran Torres, c'est justement sa position publique depuis qu'il a permis à l'Espagne de remporter la Coupe du Monde. Donc bien évidemment, il joue sur ses forces. Affaire à suivre, je suis très curieux de voir comment ça va se terminer. Tout est à vendre du côté de l'Olympique de Marseille, il faut absolument faire rentrer du cash avant d'espérer la moindre recrue, sauf que personne ne se positionne sur les joueurs. Tout du moins, c'est ce qu'avance le journal L'Équipe dans son article du jour. Moi je trouve que le constat est un petit peu alarmiste, même si c'est vrai, il faut vendre. Mais en fait, il est un peu alarmiste parce qu'il y a quand même des ventes qui sont faites du côté de Marseille et il y a quand même des offres qui arrivent sur le bureau des dirigeants marseillais. Déjà, tu as vendu Mason Greenwood. Mason Greenwood, il est parti pour grosso modo 40 millions d'euros. Tu sais qu'il y en a une énorme partie qui va du côté de Manchester United, mais ça reste une vente intéressante, ne serait-ce que parce que tu te sépares de son énorme salaire. Aubameyang, il n'a pas prolongé du côté de Marseille pour les mêmes raisons. Tu dégraisses un petit peu ta masse salariale. On sait que Rouli, ton gardien de but, va peut-être partir du côté de Manchester City. Ça semble être en bonne voie. Et tu as d'autres dossiers qui sont en attente. Tu as par exemple celui d'Aguerd qu'on annonce comme potentiellement partant pour Al Sadd en Saudi Pro League, ce qui me dévasterait parce que je considère que le trentenaire marocain
aurait pu avoir un parcours bien plus intéressant du côté de Marseille, mais parfois les étoiles ne s'alignent pas. C'est un salaire important à évacuer, et puis on parle d'un prêt payant de 4 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire à 11 millions d'euros, ça ne se refuse pas non plus. On va nous parler de Medina, qui a reçu une offre de la part de Leverkusen, mais Marseille veut au moins 20 millions d'euros. On va parler de Petchao, qui a un intérêt du côté de la Première Ligue, mais là aussi, Marseille veut au moins 35 millions d'euros, parce que c'est ceux qu'ils ont déboursé pour acheter le joueur. Donc en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de club acheteur, c'est que Marseille est dur en négociation, c'est que Marseille essaie de jouer un petit peu la montre pour faire monter les enchères. Ils ont totalement de raison de faire ça. Par contre, il ne faut pas se leurrer non plus. Si le constat n'est pas alarmiste sur leur capacité à vendre, le constat il peut être alarmiste sur la situation économique du club. T'as pas la Champions League, tu comptais là-dessus, tu dois énormément dégraisser, les salaires sont plafonnés. Oui, c'est un petit peu une année de vache maigre. Infantino demande un renvoi d'ascenseur à Donald Trump parce qu'il est en grand danger et le gros monsieur orange ne répond pas. Bah oui Infantino, je suis désolé mais il fallait suivre un petit peu l'actualité. C'est pas la news du siècle que Donald Trump est un homme extrêmement puissant mais que c'est pas l'allié le plus fiable du circuit que tu pouvais trouver. Alors pour rappel, si vous avez été dans une grotte au cours des derniers jours, on a Infantino qui est en grande difficulté après que la FIFA ait poussé un projet de société commerciale notamment pour la Coupe du Monde. Il y a eu une levée de bouclier de la part de beaucoup de confédérations mondiales, dont l'UEFA. Le projet a fait machine arrière, mais l'UEFA ne veut pas s'arrêter là, et l'objectif désormais est clairement de faire tomber Infantino. Et donc Infantino, il revient au pied de son maître, lui qui est critiqué notamment pour sa proximité avec Donald Trump, et grosso modo en train de lui dire, bon ben Coco, je t'ai donné le prix de la paix qu'on a spécialement inventé du côté de la FIFA pour te le décerner. On a également avantagé les États-Unis au cours de la Coupe du Monde avec l'affaire Balogun. Est-ce que c'est pas le moment de m'aider un peu alors que je suis en difficulté? Sauf qu'il tombe sur le répondeur. Alors, la news, elle vient du New York Post dont on peut interroger la fiabilité, mais en tout cas la Maison Blanche a été interrogée là-dessus. Il n'y a aucun soutien officiel qui a été donné, il n'y a aucun rendez-vous avec Infantino qui a été annoncé. Donc oui, le président de la FIFA est un petit peu seul en ce moment. J'ai envie de dire tout simplement, c'est bien fait pour lui. Mais arrêtez de dire que Chelsea recrute n'importe quel jeune. Désormais, Chelsea recrute aussi n'importe quel vieux, après Welbeck. Alors je parle de Danny, pas le mec qui écrit des romans en mode rêve humide d'Éric Zemmour. 35 ans au compteur, ils viennent de signer désormais Jordan Henderson, 36 ans, pour 2 années. Alors Henderson, évidemment, c'est un grand joueur pour l'Angleterre, grand joueur pour Liverpool, une histoire absolument exemplaire dans le championnat anglais. Mais je sais pas vous, perso j'ai l'impression que ça fait quand même 3 ans que c'est plus un joueur qui peut graviter à ces hauteurs footballistiques. On l'a vu partir de Liverpool au cours de l'année 2023, il a été en Saudi Pro League, le rêve d'une retraite dorée, c'est un des premiers à avoir déchanté et l'avoir assumé publiquement. D'ailleurs il est parti à l'Ajax, ensuite il a été à Brentford et ça a été l'occasion de voir un petit peu ce qu'il valait avec ce retour en Première Ligue. Ça a été un joueur qui a prouvé que oui, même à 36 ans, il n'était pas cramé physiquement. Reste que je suis curieux de voir ce que ça donnera dans 2 ans, puisqu'il a un contrat de 2 ans, et puis footballistiquement, on peut pas dire qu'il mettait tout le monde d'accord. Donc Chelsea est une équipe qui a un gros effectif, mais qui fait venir Anderson, qui fait venir Welbeck, ça peut interroger un petit peu. De mon côté, je vais donner le bénéfice du doute à Xabi Alonso, qui est un entraîneur que j'apprécie énormément. Je me dis qu'il y a au moins un changement majeur du côté de Chelsea, c'est que tu fais venir un peu d'expérience dans une équipe qui était entièrement remplie de jeunes, et peut-être que c'est une des pièces manquantes du puzzle pour réussir à faire des Blues un club à nouveau très compétitif. En tout cas, il y a à boire et à manger concernant ce mercato. Un autre suspendu pour dopage durant 2 ans va peut-être faire son retour sur les terrains du côté de la Ligue 1. Le premier, c'est Paul Pogba. On a tendance à l'oublier, mais il faut le rappeler. Paul Pogba, la traversée du désert, on le présente tel Ulysse dans l'Odyssée. Bon, le mec a été suspendu pour dopage quand même, et cette fois on parle de Mudryk, l'Ukrainien, et il y a même Xabi Alonso qui s'est exprimé sur ce dernier, puisqu'il est officiellement un joueur de Chelsea, sauf que du haut de ses 25 ans, il va falloir lui retrouver un club, et c'est là que notre bonne vieille Ligue 1 intervient, puisqu'on évoque la possibilité de Strasbourg, c'est le Daily Mail qui en parle, pour une hypothétique solution de prêt. Alors avant toute chose, je tiens à mettre les pendules à l'heure, le Daily Mail c'est une source absolument pourrie. Ça a été beaucoup relayé en France, je vous en parle aujourd'hui, mais je prends les pincettes de rigueur parce qu'en fait,
Le raisonnement il est relativement simple, c'est que Mudryk il a 25 ans, donc il est très très loin d'être fini, il avait une valeur marchande absolument énorme il n'y a pas si longtemps, Chelsea ne peut pas l'abandonner, mais aujourd'hui il n'a pas le niveau pour jouer chez les Blues, il a même pas le niveau pour essayer de gratter des minutes de jeu, donc la suite logique c'est un potentiel prêt, et c'est tout logiquement là aussi que tu envisages Strasbourg étant donné que c'est un club de la Galaxy Blueco, que la Ligue 1 est un championnat qui peut l'aider à retrouver son niveau, bref ça fit plutôt bien et t'as pas besoin d'avoir des infos pour imaginer le chemin mental qui te mène ici. Sauf que c'est encore loin d'être fait, Mudryk du côté de Strasbourg en prêt. Après, est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Honnêtement, je suis un peu partagé. Il faut quand même se dire que oui, Mudryk c'est un joueur qui, il y a grosso modo 3 années, valait 100 millions d'euros, donc ce serait une dinguerie de le voir du côté de Strasbourg. Mais je pense que beaucoup de personnes ne mesurent pas ce que c'est de revenir au football de haut niveau après avoir passé 2 ans sans jouer. Et je parle sans jouer, il pouvait même s'entraîner, que ça enlève pas la problématique du fait que retrouver le rythme est extrêmement compliqué, d'autant plus que Mudryk c'est un peu le même dossier que Paul Pogba. La suspension à l'Aldoron, mais auparavant, avant la suspension, on peut pas dire que tout se passait à merveille. Donc je suis curieux de voir comment ça va tourner, vraiment, mais en tout cas ce serait une dinguerie de voir Mudryk du côté de la Ligue 1, ce serait un truc qui n'était pas dans le bingo des probabilités dans le monde du foot si on me l'avait demandé en 2023 à l'époque où il a débarqué du côté de Chelsea. Mais que voulez-vous, Blueco, les clubs satellites, ça donne des situations fort étranges, et là on en a peut-être une belle illustration, encore faut-il que ça se fasse. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi je n'ai pas encore tranché le sujet que je vais aborder, donc je vous souhaite sobrement une excellente journée et je vous donne rendez-vous comme d'habitude aux alentours de 17 h. Salut!